Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Eh bien, bonsoir à tous, c'est Sylvain pour Star Wars en direct spécial littérature, le numéro 121. Et ce soir, je suis avec Boba Fred. Comment ça va, Boba? Salut à tous, salut Sylvain, et salut Sébastien. Et je suis aussi avec Sébastien. Tout le monde va bien? Moi ça va, les enfants sont un peu malades, mais Ça se voit, t'as l'air fatigué. non, mais je suis fatigué depuis qu'ils sont nés, donc depuis 3 ans, je suis fatigué ça. en permanence, voilà. Ça s'arrête à jamais. Moi, ils ont 20 ans. Faites des gosses, comme on dirait. Mais ça fait genre 6 mois que j'ai pas fait d'émission, donc je suis très content de pouvoir réenregistrer, et surtout parce qu'on a un super sujet aujourd'hui qui fait un peu l'unanimité. Ouais, ce soir, on va parler de cette petite BD là, Les Guerres de Lucas. Alors, on a au scénario, on a Monsieur Laurent Hopman et au dessin, Monsieur Renaud Roche. Je vais être honnête, je ne l'avais pas acheté dès le départ, ça m'était un peu passé par-dessus la tête. Et puis, j'ai vu que le Monsieur Sébastien, le Monsieur Boba, puis d'autres collègues, et puis sur les internets, tout le monde disait que c'était génial, cette BD. Je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai dévoré la BD en moins d'1 heure. Donc, moi, franchement, je l'ai trouvé génial. J'ai adoré. J'ai pas décroché avant d'arriver à la fin. Alors, juste on rappelle pour les gens qui savent pas ce que c'est. En fait, c'est un roman graphique qui nous raconte les coulisses d'un Nouvel Espoir, ou comment George Lucas a réalisé difficilement le film. Voilà. Quelques petites anecdotes. Voilà. Quelques petites anecdotes. Ouais. Je pensais tout savoir. Il y a à peu près tout, en fait, du début à la fin. Alors, moi, j'ai adoré. Seb, c'est un des meilleurs ouvrages que j'ai. En fait, pour moi, il y avait les Bibles, c'est les 3 making-of de J.W. Rinzler qui nous a quittés. Et après, c'est Les Guerres de Lucas. C'est vraiment dans mon top 5 des meilleurs ouvrages, tout ouvrage confondu, sorti sur Star Wars actuellement. Donc, c'est un indispensable pour les fans. Et je suis très surpris que ça sorte que maintenant, parce qu'il y a tellement de choses à faire et tout. Quand on lit ça, on se dit, mais pourquoi ça n'a pas été fait il y a 10 ans, quoi. Mais voilà, c'est fantastique. Et toi, moi, pareil, je suis tombé dessus sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais c'est un truc français, ce machin-là. Moi, je pensais qu'il était américain. Je pensais qu'il sortait en France dans 6 mois. J'ai fait, c'est un truc français, ça. Mais donc, j'ai préco, je l'ai eu tout de suite. Je l'ai dévoré le soir même. Je me suis posé, j'ai foutu les gamins, la femme et les gamins dehors. Partais avec le chien. Puis, ça pèse son poids, quoi. C'est un bel objet. Hein. C'est un bel objet. La couverture est géniale. Alors là, on ne le voit peut-être pas, mais le lettrage, le lettrage et les soleils, lunes, pareil. les 2 soleils sont. Alors, les amis, on vous en parle, mais on les a achetés. Hein. C'est pas de la pub. Ouais, c'est pas de la pub qu'on fait. On les a vraiment achetés. Alors, moi, c'est l'éditeur qui me l'a envoyé. Alors, je remercie encore Demain Édition. Donc, si je comprends bien, tout le monde a aimé là. Plus que ça, ouais. Enfin, c'est vraiment, on en parle à 3 ou à 4? En fait, ça tombe bien parce que on a Laurent Hopman, le scénariste du livre. Bah oui, hein, vous savez bien qu'on s'est cassé le cul pour le faire venir. D'abord, merci et félicitations. C'est très agréable. Merci beaucoup pour ces mots si positifs et si enthousiasmants. Ça fait très, très plaisir. Je suis ravi d'être là. On est ravis de vous accueillir. Donc, Laurent Hopman, tu es le scénariste.
Et ton comparse, Renaud Roche, est le dessinateur. On est d'accord? Absolument. Très bien. Donc, merci de nous avoir rejoints pour cette soirée. On va essayer de faire rapide pour parler évidemment du livre. Nous, voilà, tu sais, on l'a aimé, on l'a dit. Mais on a beaucoup de questions à te poser. On va essayer de faire assez rapidement. Sébastien, tu veux commencer? Oui, alors moi j'étais étonné qu'un tel projet n'existe pas déjà. Est-ce que vous étiez avec Laurent, enfin avec Renaud, étonné qu'il n'y ait pas déjà quelqu'un qui ait fait une bande dessinée sur l'histoire folle de George Lucas? Oui, bah, c'est exactement en fait ça qui est le point de départ de cette aventure. C'est que Renaud et moi, nous sommes deux grands fans de Star Wars depuis toujours, puisque moi j'ai découvert Star Wars en 1977 au cinéma. Donc ma mère était allée aux États-Unis, elle revenait des États-Unis, elle avait entendu parler de ce film qui était un phénomène, et elle m'a emmené avec mes frères voir ça. Donc il faut se remettre dans le contexte pour les plus jeunes et imaginer débarquer au cinéma alors qu'on était habitué au dessin animé de Walt Disney et d'un coup prendre en pleine figure ce film absolument incroyable. Et donc, ça a commencé là. Et Renaud Roche, un petit peu plus jeune que moi, donc il l'a découvert ça un peu après, mais ça a été également une grosse claque. Et en réfléchissant à ça, on s'est dit un jour, il n'y a jamais eu de livre sur ça, il n'y a jamais eu de roman graphique qui raconte la genèse de Star Wars. Et puis aussi le parcours de George Lucas en tant qu'être humain, parce que c'est cette histoire qu'on voulait raconter en premier lieu, c'était la trajectoire de ce créateur qui est parti qui est parti dans un long chemin de croix pour inventer cet univers et créer ce film. Et cette histoire n'avait jamais été racontée aussi curieux que ça puisse paraître. Donc voilà, ça s'est imposé à nous, cette envie de raconter cette histoire sous forme de roman graphique. Donc c'est un livre qui est sorti quoi, début octobre? Oui, le 4 octobre exactement. Et vous, c'est un projet qui a commencé quand alors? Quand on est fan de Star Wars, c'est un truc qu'on mûrit pendant évidemment des décennies, littéralement d'ailleurs. Donc c'est s'intéresser à tout. Donc il y a un travail de documentation qui vraiment s'étend sur des décennies. Mais après l'écriture du scénario a mis 6 bons mois et le dessin a mis 2 ans. Donc c'est grosso modo 2 ans et demi à partir du moment où on a lancé le projet concrètement. Vas-y. Justement, vous êtes Laurent Hopman et Renaud Roche, vous êtes fan de Star Wars, vous êtes scénariste et dessinateur. Pourquoi pourquoi raconter finalement l'histoire de la création de Star Wars et pas, par exemple, tenter de raconter des histoires Star Wars? Faire de la BD ou des romans sur Star Wars, et pourquoi raconter cette histoire en tant qu'on est fan? C'est une histoire qui moi personnellement m'a beaucoup touché parce que c'est à partir du moment où j'ai commencé à vraiment écrire et à me documenter de manière très studieuse, pas comme un fan que j'étais avant où j'allais picorer des tas de choses par curiosité et gourmandise, si je puis dire. À partir du moment où je suis rentré dans vraiment la documentation sérieuse et journalistique et que je suis retourné aux sources en épluchant tous les documents d'époque pour essayer de saisir en fait qui était George Lucas et qui étaient tous les intervenants de cette histoire. Et c'est là que j'ai découvert réellement un George Lucas que j'avais pas complètement appréhendé tel qu'il était. Et j'ai trouvé fascinant de voir l'individu que c'était, de voir son caractère, sa personnalité et de voir ce qu'il a accompli. Et ça, je ne l'avais pas réalisé avant de me mettre dedans et de faire tout ce travail. Et quand j'ai vu le type que c'était, j'étais impressionné. Impressionné évidemment par ce qu'il a réalisé, ça tout le monde le sait, mais presque encore davantage impressionné par sa personnalité, son caractère en tant qu'être humain. Et je pense que c'est une personne qui a de grandes qualités humaines. C'est quelqu'un d'assez admirable d'un point de vue humain. Et ça, j'ai été surpris de voir ses valeurs, son système de valeurs, sa générosité, sa droiture, sa loyauté. Et c'est d'autant plus rare qu'il est au cœur d'Hollywood, entouré de personnages qui sont... Voilà. Donc voilà, c'était cette découverte-là, ça a été une révélation et je me suis dit que cette histoire était fantastique à plusieurs titres. Non seulement parce qu'il a créé un phénomène qui va durer des décennies et qui va engendrer énormément de créations, qui va
suscité l'admiration et de l'inspiration chez des millions et des millions de gens. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire. Mais sa trajectoire personnelle m'a vraiment impressionné et captivé. Mais on le voit dans les interviews que tu as fait, puisque vous avez eu la chance d'être vraiment plébiscité par tous les journalistes qui ont lu le livre. Et ça dépasse Star Wars. Nous, on est fans de Star Wars. On en parle parce qu'on adore ça. Mais le livre, il va au-delà de Star Wars. C'est-à-dire que si on est fan de cinéma au sens large, il faut lire votre livre. Et même si on n'est pas fan de cinéma, l'histoire, elle est folle. Oui, c'est une histoire humaine. C'est vrai que Star Wars, bon, ça va résonner chez les gens qui aiment Star Wars. Et en même temps, tout le monde aime Star Wars. Certains plus que d'autres, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui n'aime pas du tout, qui ne trouve Ma mère. Moi, je connais aussi. Hein. Oui, bon, c'est vrai, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans quand même les phénomènes les plus fédérateurs possibles. Après, on ne peut jamais faire l'unanimité, mais quand même, on s'en approche avec Star Wars. Donc, il y a évidemment ça qui a intéressé les médias, et c'est pour ça que sans doute on en a parlé, parce que comme ça n'avait jamais été fait et que c'est un sujet grand public, ça intéresse les médias. Mais effectivement, je pense que c'est aussi, et peut-être même surtout, une histoire humaine qui raconte une époque que tout le monde connaît, cette époque hollywoodienne où le nouvel Hollywood, ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, émerge, et le fait de retrouver cette bande de jeunes gars qui vont définir le cinéma pour les décennies à venir, et qui se retrouvent tous ensemble au même endroit et qui vont être copains, collaborateurs. C'est absolument hallucinant de penser que Coppola, Spielberg, Brian De Palma, Scorsese, Lucas se retrouvent ensemble et sont copains. Voilà, il y avait un livre à écrire sur ça aussi, sur leur relation. Il y avait tellement de choses à faire. C'est peut-être la seule frustration d'ailleurs que je peux avoir aujourd'hui, c'est que le livre ne fasse pas 2000 pages et englobe des tas de sujets périphériques parce qu'il y a tellement à raconter. On parle des personnages en couleur, mais il y a aussi, en dehors des réalisateurs, il y a Marcia Lucas, et je trouve ça bien parce qu'elle est effectivement un peu, on n'en parle pas trop dans les documentaires. Par exemple, il y a le documentaire L'Empire des rêves, qui est le documentaire accessoirement le plus complet sur la création de New Hope. Elle est jamais citée. Alors qu'en fait, elle a un rôle proéminent, et un peu, j'ai l'impression que le livre remet un peu l'église au milieu du village. Et est-ce que pour vous, c'était important de lui redonner, enfin de redonner un peu à César ce qui revient à César, quoi? C'est l'une des choses que j'ai découvertes en creusant toute l'histoire de George Lucas, c'est de voir que ce personnage de Marcia, qui est si important, qui est crucial, qui est au centre de tout, a été complètement gommé, effacé. Bon, on connaît l'histoire, enfin les fans la connaissent, hein, le couple s'est séparé à la fin de Retour du Jedi, et à partir de ce moment-là, ça a été vécu très très mal par George Lucas, une vraie trahison, et il a décidé du jour au lendemain d'effacer Marcia de sa vie et aussi de l'histoire officielle. Donc, elle n'existe plus dans tous les documents officiels, elle est juste mentionnée en passant. Il va y avoir une mention pour l'Oscar qu'elle a gagné pour le montage du premier film, mais guère plus. Et c'était très important pour expliquer qui était Lucas et comment s'est déroulée cette grande épopée, de reparler de Marcia et de montrer à quel point elle était présente, à quel point elle était cruciale, parce que c'était une personne que George Lucas écoutait. C'était une des rares personnes qui pouvait lui donner des conseils, qui pouvait lui dire les choses cash, parce qu'elle était aussi, elle est toujours, je suppose, même si elle est très discrète, je pense qu'elle n'a pas changé de caractère. Elle était un peu extravertie, et c'était vraiment le pendant de George, qui lui était l'introverti, très réservé, discret, secret. Elle était beaucoup plus avenante, beaucoup plus ouverte, et c'était elle le cœur, en quelque sorte, de Lucasfilm dans les débuts. C'était elle qui apportait la chaleur humaine, qui organisait les dîners de Thanksgiving, qui s'assurait que tout le monde ait eu un petit cadeau. Voilà, elle a eu un rôle très très important pour la cohésion de tout cet empire qui était en cours de création. Et donc c'était évidemment crucial de la mettre au cœur du récit et de ne pas l'évincer. De toute façon, c'était impossible de l'évincer, son rôle était trop important. Moi, si j'ai justement, les informations, vous les avez trouvées où? Où est-ce que vous vous êtes documenté? Vous avez interviewé des gens? Vous avez... Alors, la documentation sur Star Wars est tellement monumentale que je ne pensais pas à l'origine avoir besoin de faire des interviews parce que tous les intervenants ont déjà été interrogés à de nombreuses reprises. Et donc, ce qui était important, c'était de digérer toute la documentation,
de voir tout ce qu'il était possible de voir et de lire. Et ensuite, si besoin, d'essayer de faire un tri quand on avait plusieurs versions d'un même événement. Parce que, comme vous le savez, il va y avoir, avec le temps, les mémoires n'étant pas infaillibles, les gens vont oublier, réécrire, romancer, parfois à dessein, parfois involontairement. Donc, c'était important d'essayer de s'approcher le plus possible de la vérité, donc de recouper les sources au maximum. Et il y a très peu de cas où j'ai eu le besoin de retourner à une interview pour avoir un complément d'information. C'est arrivé quelques fois où je suis allé chercher une personne qui était sur place pour essayer d'obtenir une précision, mais c'était très anecdotique. Pour vous donner un exemple, quand Lucas et Spielberg décident d'échanger un pourcentage des futures recettes de leur film, en l'occurrence, Spielberg échange avec un pourcentage de Rencontre du troisième type et contre un pourcentage du premier film, du premier Star Wars. Spielberg a régulièrement dit que le pourcentage était de 2,5%. Et j'avais trouvé dans une autre source que c'était 1%. Et donc, comme Spielberg disait ça et que l'autre source qui était plus ancienne disait 1%, je suis allé creuser auprès d'une des personnes qui était présente. Et donc là, j'ai pu savoir que c'était effectivement 1% et pas 2,5%. Donc, il y a des cas comme ça où c'est des points de détail qui vont juste intéresser peut-être les méga fans parce que ça ne fait pas une grosse différence. Mais c'était important d'essayer, quand il y a un doute, d'essayer de creuser et puis, de manière générale, de préférer les sources les plus anciennes parce qu'on se rend bien compte dans Star Wars que au tout début, les gens parlent très librement parce qu'ils n'ont absolument pas conscience qu'ils sont en train de fabriquer un phénomène. C'est le tout début, donc ils sont très sincères dans les premières interviews, très spontanés. Et avec le temps, ils vont parler peut-être un peu moins librement des uns et des autres et faire un peu plus attention. Et puis, il y aura aussi une censure qui est typique à Hollywood, où les attachés de presse feront un travail de lissage et de création d'une forme de légende. Et Lucas lui-même a contribué à ça. Donc, c'était important d'essayer de retourner aux sources les plus anciennes et puis ensuite d'essayer de faire le tri dans tout ce qui est dit. Mais heureusement, sur Star Wars, il y a vraiment une montagne d'informations. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand je me suis lancé dans la lecture de votre... alors, on dit quoi, un roman, une BD, un comic? Oui. Un roman graphique. Un roman graphique, une bande dessinée, oui, tout, c'est la même chose. Oui. Tout vous va ouais. Dans votre roman graphique, c'était de me dire, est-ce que je vais découvrir des choses? Est-ce que ça va être très lissé? Et finalement, non, l'amourette d'Harrison Ford et Carrie Fisher, c'est quelque chose qu'on a découvert uniquement dans la bio qu'a écrite Carrie Fisher. Et donc là, je me suis dit, ah oui, en pleine page. Et après, on apprend effectivement sur les chiffres. Moi, il y a des chiffres que j'avais oubliés sur justement ces histoires de pourcentage, qu'il avait refait des chèques, qu'il avait reversé des pourcentages. Ces choses, effectivement, nous, dans les livres, on va revenir, nous, plus sur les art-of, sur les making-of, mais toutes ces histoires de chiffres, d'arrangements. Voilà, et là, c'est sympa de les retrouver. Donc, c'est très, très documenté. Pour ceux qui n'ont pas eu le livre encore en main, on parle donc d'un livre qui fait à peu près 200 pages. Moi, je vais juste poser une question. C'est par exemple là, je montre une vignette donc des Oscars. C'est-à-dire sur une seule vignette, il y a le résumé des Oscars. Ça, je trouve ça très, très fort. Plutôt que de devoir s'étaler. Moi, une petite critique, c'est que Ralph McQuarrie, il a juste une vignette ou deux vignettes, mais il y en a tellement à dire qu'à un moment, il faut faire des choix. Et justement, ma question, c'est ça, c'est est-ce que entre l'idée de départ et la finalité, est-ce que votre projet il a évolué par rapport au nombre de pages, par rapport à ce qu'on va faire 2 tomes, est-ce qu'on va faire 3 tomes? Est-ce que le projet a évolué au cours du faisage? Oui, mais c'est vrai que ce que tu dis là, c'est un peu un crève-cœur de ne pas pouvoir accorder plus de place à certains sujets. C'est difficile de faire entrer tant de choses dedans, donc il y a un arbitrage à faire, il y a des choix. C'est vrai que Ralph McQuarrie, c'était un gros truc et ça méritait peut-être plus de place. D'autres choses aussi méritaient plus de place. Donc il y a un arbitrage, c'est un peu comme c'est le choix de Sophie là. Hein. C'est pas évident de trancher dans certains cas. Donc oui, il y a eu des choses. Par exemple, l'impact de John Williams, on a décidé après coup de lui accorder plus de place parce que c'était un peu moins de place au départ.
Et au final, on se dit que c'est trop important et donc il faut en mettre plus. C'est la seule note positive du livre. Pardon? C'est la seule note positive du livre. Oui. Donc, voilà, c'est ce genre de problème, c'est d'arbitrer, de choisir ce qui doit rester, ce qui peut sauter, parce que le projet de départ était beaucoup plus long et il a fallu raccourcir. Le format, le nombre de pages, c'est quelque chose qui était assez figé dès le départ, parce qu'on n'est pas sur un grand livre en hauteur, par exemple. Non, 200 pages, c'est quand même assez important pour un roman graphique. Et disons que ça n'était pas figé, mais ça devient compliqué après quand on passe des paliers, parce que nécessairement le prix augmente. Et donc, on voulait garder le livre à un prix abordable. Le livre fait 24,90 €. Et par rapport au prix des livres de ce format-là, c'est un prix assez modéré. En général, on est plutôt dans les 30-35 € pour des livres de excellent prix. Hein. Donc, on voulait que ce soit quand même raisonnable, parce que bon, c'est pas marrant, quoi. Sinon, de devoir dépenser 35 € pour un livre, c'est un peu dur. Mais donc voilà, ça a limité le nombre de pages, mais sinon, on aurait pu faire, oui, facilement 300-350 pages et rajouter plus de choses. Voilà, c'est un parti pris, c'est un arbitrage, et parfois c'est un crève-cœur. Moi, j'avais une question, c'était bon, c'est très, très, très documenté, mais il y a forcément des petites parties un peu inventées, voilà. Et comment on pèse le pour et le contre entre les faits réels et entre guillemets la fiction, parce que forcément, quand George Lucas et Marcia discutent dans le lit, vous étiez pas. C'est vraiment... Donc, comment on mélange un peu les deux, quoi. Attends, tu veux dire que la case où il y a Spielberg et Lucas qui font un château de sable, c'est pas vrai? Si, ça c'est vrai, s'il le dit, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est une question très intéressante et très importante. Moi, je suis très, très attaché quand je lis une biographie dessinée ou un biopic au cinéma. Il n'y a rien qui m'agace plus que de voir un événement assez spectaculaire ou marquant et de ne pas être sûr que ce soit vrai, ou même de supposer que ça n'est pas vrai, parce que c'est pas possible. Il n'y a rien de plus frustrant, parce qu'on raconte quand même une histoire vraie. Donc, il y a un contrat avec le lecteur et il faut respecter l'authenticité, le côté historique. Donc là, à chaque fois que quelque chose est raconté, c'est documenté, c'est étayé. Maintenant, comme tu le dis, on n'est pas là au moment où ils ont raconté, où ils ont eu tel échange, on ne sait pas exactement. Donc, quand ils sont dans le lit, effectivement, c'est un choix. Cette discussion, ils l'ont pas forcément eu dans le lit. À tel autre moment, les deux personnages n'étaient peut-être pas dans la rue, ils étaient dans un bureau. Bon, ça, c'est des choix, mais on considère que ça n'a pas d'incidence, en fait, sur ce qui se passe. C'est plus pour des raisons de mise en scène, de dynamisme, pour pas avoir que des scènes dans un bureau, par exemple. Donc là, il y a une liberté, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils étaient quand ils ont eu cet échange. Donc là, il y a une liberté qui est inévitable. Mais sinon, dès qu'un fait est rapporté, dès que deux personnages parlent de quelque chose, c'est censé s'être passé comme ça. Ouais. Ça ne change pas les grandes lignes de ce qui s'est passé, quoi. Non. Et à chaque fois qu'on avait l'information, on a fait la scène telle qu'elle était décrite. Mais quand effectivement ces deux personnages, quand Marcia lui donne l'idée en l'occurrence, pour prendre l'exemple de Marcia et George, quand elle lui donne l'idée de tuer Obi-Wan, on sait que cette discussion, elle a eu lieu en Tunisie. On sait que la journée, il tournait. Donc, après, quand est-ce qu'ils ont eu cette discussion? Très probablement tous les deux dans leur chambre d'hôtel. Probablement dans le lit, parce qu'ils étaient crevés après une longue journée, etc. Mais ça aurait pu être au restaurant. Voilà. Donc, c'est ce genre de petits détails, mais qui, j'espère, n'a pas d'incidence sur... Ah non, aucune. Ah non, aucune. Puis on a l'impression vraiment d'être dans l'intimité des personnages et on est encore plus attaché à eux. Voilà, c'était... C'est l'impression, moi, que j'ai eue, c'est comme s'il y avait une caméra collée à George Lucas à cette époque et qu'il ne le lâchait pas. Ça m'a fait vraiment l'impression d'un documentaire, en fait, comme on peut en voir à la télé. Et j'ai vraiment trouvé ça génial, cette façon de faire, de raconter, d'être là. Et puis, moi, la casse finale avec le petit sourire en coin de George, ça m'éclate. Il est agréable ce sourire, parce que... Après tout ce qu'il a traversé, finalement, c'est sa revanche. Et, oui.
on a tellement souffert avec lui. C'est vrai qu'il y a un truc, je trouve, qui résume bien. Enfin, moi, à chaque fois que je repense à ça, c'est quand Lucas dit, ce qu'il a vraiment dit, hein, que les studios le considéraient comme un petit pecno de province. Et je trouve que c'est une image qui m'a marqué parce que c'est très fort, ça dit beaucoup de choses. Ça montre qu'effectivement, il vient d'un petit trou paumé de Californie. Il n'a pas la carte, il ne fait pas partie de ce monde-là. Et il n'est pas pris au sérieux. Pourtant, les studios ont vu que c'était un réalisateur de talent. Ils l'ont vu, mais malgré tout, on le prend pas au sérieux. Et c'est d'autant plus jouissif quand à la fin, le petit pecno de province gagne le bras de fer. Et pour tous les créateurs, pour tous ceux qui aspirent à créer et qui sont confrontés à des obstacles, à des difficultés, c'est un exemple intéressant et important parce que ça permet de continuer à y croire, ça donne du courage. Et puis, Lucas a réussi tout en restant honnête. Il ne s'est pas fourvoyé. Il a fait tout ça en ayant une moralité. Et sans compromis. Je dirais que jusqu'à cette époque-là, sans compromis, oui. Je dirais que les compromis qu'il a dû faire, ils sont avec lui-même, c'est des compromis artistiques. Mais il n'y a pas eu de compromission. Il a poursuivi bille en tête son objectif et il ne s'est pas laissé décourager. Il a eu confiance en son idée. Mais c'est très ambitieux ce qu'il a fait. Et en même temps, je ne pense pas que chez lui, ce qu'il poursuivait, c'était une ambition égocentrique. Ce n'était pas pour faire avancer George Lucas qu'il a fait ça. C'est parce qu'il avait envie de faire ça. Il avait envie de donner naissance à ce projet. Et c'est très beau, c'est très pur, cette démarche artistique de juste vouloir faire ça parce que c'est ça qu'il a envie de voir. Il aimerait bien voir ce que ça va donner et il va aller jusqu'au bout pour le faire. Et quand il y arrive, il y a quelque chose il y a beaucoup de naïveté, il y a quelque chose d'enfantin et de très pur et de très beau, de très simple. Et c'est là qu'on connecte avec sa personnalité, où c'est quelqu'un de sain, je pense. Après, peut-être qu'il a évolué autrement, il a changé, et c'est une autre discussion peut-être, mais je pense qu'il est toujours resté quand même comme ça, quelqu'un de sain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez le même ressenti. Bravo à vous et à Renaud, parce qu'effectivement, on le ressent ça à travers le livre. On souffre avec lui, et à la fin, il a gagné, il a réussi à faire ce qu'il voulait, mais il n'y a pas d'amertume non plus côté. Et il ne cherchait pas il cherchait pas l'argent non plus, il ne cherchait pas forcément la réussite, il cherchait juste à ce qu'on le laisse faire, quoi. Et ça, à raconter son histoire, l'histoire qu'il voulait. Et, mais ça raconte aussi, comme tu disais, Laurent, ça raconte quelque chose d'Hollywood. Et je trouve que à la période qu'on traverse, donc avec la grève des scénaristes qui a duré plusieurs mois, la grève des acteurs qui continue maintenant, tous les problèmes liés à des personnes toxiques type Harvey Weinstein et d'autres, je trouve que même votre livre qui raconte l'histoire, une histoire de la création finalement d'un film dans les années 70, correspond quand même à des choses qu'on connaît d'Hollywood, qui sont encore en cours, justement. Le fait que des producteurs considèrent que l'idée de ce petit scénariste ou réalisateur là, on va lui donner un peu de pognon, mais on n'y croit pas trop, ou on essaye d'interférer. Ça raconte quelque chose d'Hollywood, et ça aussi, je trouve que c'est très bien dans votre roman graphique. En tant que fan de Star Wars, on sait qu'il a du mal à vendre le livre, à vendre le film, ce qu'il y a de dire, à vendre le film. Mais moi, j'avais complètement zappé, et ça, c'est très bien retranscrit dans votre histoire. C'est la longueur que ça prend, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait poireauter jusqu'à la fin, et c'est vraiment, il a investi tout son argent. Enfin, moi, j'avais zappé, honnêtement, je me considère comme un fan de Star Wars, mais je pensais pas que c'était aussi compliqué que ça, et ils ont essayé de la voir. À la fin, on racontera pas la fin, mais il réalise le film. Mais à la fin, il réalise le film et il devient milliardaire en 3 jours. Ah bon. Au niveau de la négo, à la fin, où ça se retourne, c'est-à-dire le fait qu'ils ont tellement été loin dans le tournage qu'au moment, ils sont obligés de lâcher. Mais je n'avais pas souvenir que ça avait été aussi long et aussi compliqué. Et ça, on vit ça
sait vraiment comment on appelle ça, là, le chaînon de tout le livre, quoi. En fait, c'est le parcours du héros. En fait, George Lucas, c'est le parcours de Luke Skywalker, un peu ça. C'est le monomythe, ça s'applique aussi à la vie de George Lucas. Ça s'applique aussi à son histoire. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que l'histoire personnelle de George Lucas est une saga presque aussi épique que le film qu'il a créé. Et d'ailleurs, on retrouve aussi le parallèle dans Star Wars du petit pecno de province, hein, Luke Skywalker, qui lutte contre l'Empire. Il y a vraiment un parallèle avec le petit George Lucas contre l'Empire hollywoodien. C'est forcément quelque chose qui a dû l'inspirer, un peu, cette lutte contre le géant hollywoodien. Oui, c'est assez exceptionnel cette vie et effectivement on parle beaucoup des effets spéciaux et de la manière dont les films ont été réalisés, mais c'est très intéressant, je trouve. Enfin moi ça me passionne à titre personnel, ça me passionne les rouages de toute cette industrie et comment ça fonctionne. Et il y a plein de choses qui sont toujours d'actualité et que peut-être le grand public ignore, ou du moins à oublier, comme les studios sont capables de jeter beaucoup d'argent sur du développement de projets pour voir ce que ça donne. Et les gens se donnent à fond pour créer un scénario, une idée, développer quelque chose, pensant que ça va émerger. Et les studios juste lancent comme ça des lignes. Et puis parfois... L'un des beaux exemples en date, c'est le film Bad Girl. 90 millions de dollars jetés à la poubelle, alors que le film, il était entièrement tourné. Et Marvel fait pareil avec la série Daredevil actuellement, où en fait ils ont tourné 10 épisodes et ça repart à zéro parce qu'ils se sont rendus compte que c'est bien d'avoir un showrunner peut-être. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment ça, je trouve que votre livre sort à point nommé avec la période qu'on traverse de tout ce bouleversement à Hollywood. Je trouve qu'il est tombé pile au bon moment. Réussi là. Ouais. Et moi j'ai une question, c'est que y a ça regorge d'anecdotes, on va pas les compter tellement il y en a. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a une en particulier qui a été compliquée à trouver, à vérifier, où il y a vraiment plus un plus gros travail de recherche que pour les autres? Il y en a une qui m'amuse beaucoup et souvent les gens sont étonnés, même les fans, parce qu'ils l'ont jamais entendue et je ne sais pas pourquoi, à vrai dire, sans doute parce qu'elle a été très très peu racontée, mais pourtant elle est marquante, donc peut-être qu'ils l'ont entendue ou oubliée, je ne sais pas, mais c'est quand Lucas est face à la page blanche et qu'il va se couper des mèches de cheveux, un peu comme une sorte de tic nerveux. Et ça, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup fait rire. Et ça montre qu'est-ce qui peut se passer quand on est seul face à la page blanche et qu'on n'est pas à l'aise avec l'écriture et que c'est difficile. Et il y a de cette frustration peut naître des tics nerveux. Tout comme d'ailleurs l'obsession que Lucas va avoir pour avoir le tel type de crayon à papier ou tel type de carnet pour écrire. Et je peux tout à fait comprendre ça, qu'on s'attache quand on est un peu perdu comme ça, on s'attache aux seules choses qu'on peut contrôler quand l'inspiration ne vient pas et on peut devenir très méticuleux ou très pointilleux sur des points de détail qui par ailleurs ne nous auraient évidemment pas occupés. Donc c'est des choses comme ça qui me font rire, ce genre de petites anecdotes qui ont été oubliées en fait, qui ont été dites à l'époque justement et aujourd'hui sans doute son assistante ne dirait jamais ça parce que ça serait filtré, et voilà. Mais à l'époque, ça passait. Et c'est la force d'un roman graphique. C'est si on écrit une bio ou un making-of, on va dire, il se coupait les cheveux, on passe à autre chose. Là, le fait de le voir et de le revoir sur quelques vignettes. C'est un running gag qui revient. C'est génial parce qu'on vit ça, on est avec lui, quoi. Oui, c'est la force du dessin. C'est ça qui est dans une bande dessinée, c'est ça qui est fantastique. Non seulement on peut évidemment avoir les émotions des personnages, mais on peut effectivement mettre en scène toutes ces petites choses et donner vie à un souvenir, à une anecdote. Et le travail, il faut rendre hommage au travail enfin, je dois rendre hommage au travail de Renaud Roche, qui est vraiment un artiste que j'adore et qui a su donner vie à tous ces personnages avec un talent remarquable pour l'expressivité. Et non seulement il a réussi à croquer les personnages, des gens qu'on connaît, donc on connaît leur visage, donc il a réussi à les croquer. Mais il est très fort pour l'expressivité. Il sait vraiment donner
en une gestuelle, en une attitude corporelle, en une expression. Il sait dire un personnage. Et on le voit tout au long du livre, la manière dont les personnages se tiennent. C'est quelque chose de fondamental et qui en dit tellement long sur le personnage, qui permet tout de suite d'exprimer son caractère et sa position dans une scène donnée. Donc ça, je trouve ça... Oui, voilà, là... Oui, parce qu'en plus de l'histoire, à la fin du livre, il y a tout un portfolio, je vais y arriver, avec certaines recherches. Oui, il sait un peu tout faire. Hein. Il peut faire des trucs très réalistes, très détaillés. Mais il y a juste milieu, c'est très bien. Mais je trouve que on identifie les personnages immédiatement. Il n'y a pas de doute. Ah, lui, c'est peut-être... On sait qui c'est sans même savoir exactement... Le collier de barbe de... J'ai oublié son nom. Gary Kurtz. Le collier de barbe, tout de suite, il est reconnaissable. Quoi. Ah oui, mais même... La casquette sur Spielberg, enfin, il y a des... Coppola, le physique de Coppola, tous les personnages, même s'il y a une certaine patte graphique, on reconnaît absolument immédiatement tous les personnages. Et c'est vraiment très beau. Très simple dans le terme. Il n'y a pas d'immenses décors ultra détaillés, mais c'est immédiatement reconnaissable. C'est nickel, c'est propre, c'est génial. Oui, il est très fort pour comme je le disais, pour la gestuelle, l'attitude corporelle des personnages. Et c'est important dans un roman graphique où c'est principalement des gens qui parlent entre eux. Et il y a Lucas qui revient évidemment tout le temps. Hein, c'est le personnage principal. Et de réussir à exprimer... Lucas, c'est quelqu'un d'un peu taiseux. Hein, il ne va pas beaucoup parler, il est taciturne, il est introverti. Et donc, ce n'est pas un personnage facile à animer parce qu'il faut lui donner quand même de la vie. Et j'adore la manière dont Renaud a exprimé à travers le corps de Lucas tout ce qu'il ressent. On le voit souvent voûté de profil comme ça, courbé, en fonction de ce qu'il ressent, la mine lourde. C'est souvent drôle d'ailleurs. Ça aussi, c'est un peu un running gag de le voir s'affaisser à mesure que les ennuis lui tombent sur les épaules. Donc, c'est très important. Un autre dessinateur aurait peut-être fait autrement. Lui, il a vraiment décidé de le faire vivre à travers son corps et ses attitudes. C'est vous qui avez choisi Renaud ou c'est votre... Oui, c'est quand on cherchait un dessinateur, Renaud s'est imposé parce que c'était un fan de Star Wars et on a vu ses travaux. Et on a immédiatement été sous le charme parce qu'on voyait ce qu'il était capable de faire dans un genre réaliste, dans un genre un peu moins réaliste. C'est quelqu'un qui sait un peu tout faire. Il a fait beaucoup de storyboard. Il a travaillé pour les studios Illumination MacGuff. Donc voilà, c'est un pro. Ça fait plus de 20 ans qu'il travaille en tant que professionnel de l'illustration. Donc il sait un peu tout faire. Et là, il a choisi un style qui est... il fallait pas que ce soit un style trop chronophage parce que c'est quand même ça a pris 2 ans à faire, mais c'est un livre de 200 pages. Il aurait pu faire un style encore plus réaliste, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Il a fait le choix d'avoir quelque chose de très fluide où il va justement axer sur les personnages, leur caractère, leur expressivité, la mise en scène et effectivement pas s'attarder sur des décors trop détaillé parce que ça n'aurait pas apporté grand chose au récit par rapport au temps que ça aurait coûté. J'ai l'impression qu'en fait on voit pardon. On est sur du noir et blanc avec des touches de couleur. Le choix des touches de couleur, c'était ensemble tous les deux oui, il y a eu des discussions. C'est Renaud qui a eu cette vision et puis évidemment on en a parlé, mais c'est Renaud qui a eu cette vision et cette idée que le récit pouvait être ponctué de touches de couleur et que ça rehausserait certains moments, que ce sera en fait des couleurs qui serviraient à la narration. Il y a bon, évidemment, quand c'est notre cher robot, il est jaune, donc ça, la question ne se pose pas, mais il y a des moments clés. Il y a ce que Renaud appelle le jaune destin, donc certains moments, quand il va y avoir une rencontre ou un événement marquant, il y a l'apparition du jaune qui va souligner cet événement, des choses comme ça. C'est vraiment des touches de couleur pour ponctuer la narration.
Ouais. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, enfin, ce livre, ça peut servir de storyboard à une adaptation cinéma, parce que moi, je me suis toujours dit que ben, cette histoire-là, ça ferait un excellent film. Il y a plein de biopics, il y a même une série sur la création du parrain. Moi, je comprends pas pourquoi il y a toujours pas un film sur les coulisses de Star Wars, mais avec en mode un peu fiction. Et en fait, là, le storyboard, le scénario est prêt, quoi. Je me dis. Ça serait chouette. Ouais. Mais justement, vous avez eu des retours, enfin, je ne sais pas si vous avez eu des retours de la part de Lucas, de l'entourage, de certaines personnes qui sont. On a eu un retour de la part de Coppola qui a liké plusieurs cases du livre. Donc, ça, c'était juste à la sortie. Donc, ça, c'était assez incroyable et très drôle de voir. Il est déjà sorti en anglais alors? Non, il a liké en français, des cases en français. Donc, le livre n'est pas encore sorti en anglais. On espère que ça arrive prochainement. Ça devrait arriver. Mais oui, non, sinon, les gens, on n'a pas envoyé encore à George Lucas. Il est possible qu'il en ait entendu parler parce que ça a pas mal circulé. On a vu que pas mal de gens autour des gens qui travaillent pour ILM et des choses comme ça ont liké le livre et ont fait des commentaires dessus. Donc voilà, j'imagine que ça va pas tarder Par contre, faut pas l'envoyer à Anthony Daniels. Parce que moi, en fait, il prend cher. Hein. Il prend cher. Ouais, en fait, moi, j'ai eu la chance de l'interviewer 2 fois. Je l'ai rencontré plein de fois en convention. Et on sent que c'est quelqu'un qui a ses codes. Quand on suit ses codes, ça se passe très bien. Si on sort des codes, tout de suite, ça va plus. Et je savais qu'il était un peu en très mauvais termes avec Kenny Baker et je savais pas trop d'où ça avait commencé. Bon, là, clairement, on prend le parti pris que c'est lui le méchant de l'histoire. Et c'est vrai que dans les acteurs, dans tous les personnages, bon, à part les méchants producteurs, tous les personnages sont montrés avec leurs bons et mauvais côtés. Plus même souvent Peter les bons. Même Oui, Peter Mayhew, il a une casse parce que Peter Mayhew, j'ai rencontré pareil. Il a l'air sympathique. C'est quelqu'un qui est détestable en vrai, Peter Mayhew. Mais Anthony Daniels, voilà, c'est noir ou blanc, quoi. Et là, il y a eu un parti pris de choisir, de montrer quelqu'un de très antipathique. Est-ce que vous avez des témoignages dans ce sens-là ou pas? Je dirais que c'était bon. La dispute, elle s'est passée comme ça selon tous les témoins. Donc ça part d'un truc complètement idiot. Ouais. Et je pense qu'il y a une question de classe en fait. Et quand je dis classe, je veux pas dire élégance. Hein, je veux dire c'est le système de classe, peut-être un truc très britannique. Mais Anthony Daniels n'est pas de la même classe que Kenny Baker. Donc je pense que Kenny Baker a tout de suite senti que Anthony Daniels était quelqu'un d'un peu snob, un peu hautain, et Anthony Daniels a tout de suite senti que Kenny Baker était plus prolo. Et donc il y a cette différence de classe qui ne facilite pas les choses. Et ensuite il y a un petit détail qui met le feu aux poudres. Et ensuite c'est la fâcherie entre eux. Mais pour moi, c'est un peu clin d'œil. Je voudrais pas qu'on puisse penser qu'Anthony Daniels c'est quelqu'un d'épouvantable ou d'antipathique, etc. C'est plus drôle qu'autre chose, quoi. Mais oui, voilà, c'est clin d'œil. C'est dans le gag. Dans cette histoire-là, il est sans doute fautif. Dans juste cette histoire-là, après, on peut pas le résumer juste à ce petit incident, mais c'est vrai qu'il a la réputation de pas être super facile. Non. Le titre, vous l'avez trouvé rapidement? C'est l'éditeur? Comment ça fonctionne? Oui, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur c'est Julien Derain qui a eu cette idée de ce titre-là, qui s'est imposé assez rapidement en fait, parce que bon, c'était évidemment clin d'œil au titre d'origine et en même temps, ça fait. Vous avez repiqué la typo. Hein. C'est une typo proche, ouais. C'est c'est aussi proche sans être la typo, oui. Mais... Oui, quand on écrit un roman comme ça, on demande l'aval de Disney. On demande la permission des avocats. D'ailleurs, on valide tout avant avec les avocats. Non, c'était important de ne pas le faire avec Disney, de pas être dans un projet sous licence ou avec l'aval des intéressés, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. On n'aurait jamais pu le faire. Oui, ils auraient dit ça annonce. Ils auraient dit non, Kenny Baker, Anthony Daniels, on n'en parle pas. Carrie Fisher, Harrison Ford, on n'en parle pas. Marcia, ouais, donc voilà, c'était important d'avoir une indépendance pour pouvoir raconter, parler de tout, et y compris de sujets
qui ont été effacés au fil du temps parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans la tambouille ou parce qu'on veut pas froisser les uns et les autres. Donc voilà, même quand on parle de Coppola, il est présenté d'une certaine manière qui est fidèle à ce qu'il est, selon moi. C'est un portrait juste de lui. Mais il est évident que si on demande à Coppola est-ce que tu veux être représenté de cette manière, il dirait probablement être joli pépé en permanence. Et je vois qu'on approche des 3 quarts d'heure et les derniers mots, c'est à suivre. Du coup, est-ce qu'on aura une trilogie? Parce qu'on a une jolie tranche là et il en manque à côté. Ouais. Exactement. Oui, c'est une des autres surprises que j'ai eues en creusant tout ça, c'est de me rendre compte que l'histoire ne s'arrêtait pas là, qu'on a l'impression qu'il a tout gagné et à la fin il a tout gagné, mais il va faire quelque chose de complètement fou. Il va décider d'aller encore plus loin et de faire sauter la banque et de gagner son indépendance sur toute la ligne. Et l'histoire qui était déjà incroyable continue à être aussi incroyable. Donc oui, une suite, c'est bien sûr avec grand plaisir parce qu'il y a encore des histoires fantastiques à raconter et peut-être encore plus méconnues du public que ce qui se passe dans la première, parce que on a l'impression qu'une fois qu'il a gagné, c'est bon. Mais en fait, non, il va lui arriver encore à ce pauvre Georges de terribles déboires. Les précoces, les précoces, elles ouvrent quand? Ça c'est une autre question. Bien qu'on aille jusqu'à 2012 avec ces romans graphiques. Mais... Moi, j'ai une dernière question. On voit beaucoup des Kickstarter, des choses comme ça, justement pour des lancements de projets. Votre éditeur, il vous a suivi il y a 3 ans dès le départ. Vous saviez où vous allez. Enfin là, je pense que c'est un carton. Les critiques sont unanimes. Nous, tous nos amis, soit ils l'ont déjà acheté, soit ils disent à leur femme un must-have sous le sapin, c'est clair. Donc, les Québécois sont vraiment tristes. Les Québécois sont là de ne pas l'avoir tout de suite. Quoi. Il n'est pas encore sorti au Québec? Non, j'ai un ami qui s'appelle Fabien qui suit le projet depuis 2 ans et il m'a dit mais je suis le projet depuis avant tout le monde et puis je l'ai toujours pas et tout. C'est rageant. Parce ça va arriver. La sortie de, je crois que c'était 2-3 semaines la sortie au Québec, mais ils n'annoncent pas de date précise, donc je ne sais pas. C'est fâcheux. Ouais. Donc, en tout cas, oui, bien sûr, le projet, l'éditeur a cru dans le projet. Et oui. Ouais, c'était un projet qui a enthousiasmé toutes les personnes qui ont participé. Donc, on est très heureux aujourd'hui de voir que c'était très important que les fans apprécient. Et moi, ce que j'espérais, c'est que les fans retrouvent ce que ça a fait en moi de faire ce livre, c'est-à-dire de faire renaître cette émotion que Star Wars m'a provoqué au début, cet émerveillement, ce côté magique de Star Wars qu'on a eu quand on était petit, quand on l'a découvert, et d'être enthousiasmé, d'être emporté par ça. Et l'histoire humaine de George Lucas, elle fait miroir à ça. Quand ça explose à la fin, même si on connaît la fin, on est tellement content pour lui parce qu'on a souffert avec lui tout le long. Et on sait qu'à la fin, il va gagner, mais on est impatient qu'il gagne parce que c'est oppressant de voir tout ce qui se prend jusqu'à la dernière minute, quand un des moments peut-être les plus incroyables, c'est quand il découvre le nombre de cinémas dans lequel le film va sortir. Et là, on se dit que jusqu'à la dernière minute, c'était fichu. C'est même un scénariste hollywoodien aurait du mal à pondre une histoire aussi. Ouais. clair. Ah bah elle passe pas. Alors là, elle passe pas les comités de direction et de relecture. C'est pas. Non, mais on est d'accord. On attend le film, on attend le manga, on attend. Alors déjà, on attend le numéro 2. On attend le numéro 2 et puis. Voilà. Bon, on va te libérer, Laurent. On va te remercier énormément. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cet accueil et pour cet échange génial. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Puis on espère vite refaire une émission pour parler de la suite. Avec grand plaisir. On se revoit dans 2 ans et demi, 3 ans pour l'épisode 2 de Les Guerres de Lucas. Achetez-le si ce n'est pas déjà fait. Achetez-le. Fabien, on l'a. Tu as vu, il est sorti. On l'a. Toi, tu n'as qu'à revenir en France. Voilà. Non, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, Laurent, c'était génial. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci encore.
Et puis, à bientôt. Bonne lecture à nos auditeurs. Voilà. Ouais. Bisous tout le monde. Salut. Bye bye. Et on va terminer cette émission en vous rappelant les précédentes émissions, justement. Ça fait beaucoup d'émissions dans cette phrase qui ont été enregistrées. Alors, n'oubliez pas, il y a la 900e qui a été enregistrée il y a environ 2 semaines. Et si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite vraiment à la réécouter parce que franchement, 900 épisodes pour un podcast Star Wars, je ne sais pas combien de podcasts peuvent se targuer d'avoir fait ça. Ça dure 2 heures et demie, mais ça passe très vite et vous aurez plein d'anecdotes sur notre podcast. Et côté émission littérature, les précédentes sont la critique du roman Inquisitor Rise of the Red Blade et côté comics Han Solo Chewbacca volume 2. Voilà. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux. Vous savez, on a une petite embrouille avec Meta, donc on a besoin de vous retrouver sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Vous avez les liens, je vous l'ai dit pour ceux qui sont en podcast, donc Star Wars en direct podcast pour Facebook et tout simplement Star Wars en direct sur Instagram. Vous aurez toutes nos actualités. Et puis, on vous rappelle qu'on a toujours une boutique sur Redbubble, donc, où vous pouvez acheter des super t-shirts, des super coussins, des brassières pour les enfants. C'est bientôt Noël, faites du stock. Ouais, faites du stock. Et puis, nous, ça nous payera le serveur. Et avec Fred, normalement, on va se retrouver bientôt pour refaire une émission collector ensemble sur les figurines 12 pouces, comme vous pouvez voir en haut. Hop, tac, tac, tac. Les Hot Toys, là. On va parler un peu de toute cette thématique quand on l'aura enregistré. Parce que c'est pas encore fait. Voilà. Ouais, elles sont planquées là-bas. Voilà. C'est là, au-dessus de ma tête. Voilà. Eh ben, écoutez, au nom de toute l'équipe. On parlera de ça, non? Ouais, on parlera de ça aussi. De cette marque-là. Voilà. De la marque, mais pas du modèle. Voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ce fut très sympathique de se retrouver pour parler de ce super ouvrage qu'on vous remontre à l'image. Super, les gars. Un super livre et un super intervenant. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On remercie encore. On remercie Laurent Hoffman et les éditions de Man qui nous ont permis aussi de faire l'interview. Voilà. Ouais. Même si moi, ils ne me l'ont pas envoyé, merci quand même. Désolé. J'ai eu les goodies aussi. Voilà. Non, oui, j'ai tout sauf le sac. Alors, un petit message donc aux éditions de Man. Pour le 2e volume, on veut tout avec les goodies et les petits sacs. On veut pas, on aimerait. Voilà, on souhaiterait. On veut, on aura. Vous nous enverrez les goodies. Vous nous enverrez les goodies. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.